La paille serait-elle le matériau de construction de demain? Son utilisation émerge doucement mais sûrement depuis quelques années en France. Ses adeptes parlent d'une alternative écologique et durable, mais les habitations en paille suscitent encore bien des craintes, parfois perçues comme des constructions fragiles. On fait le point justement aujourd'hui avec une entreprise qui a opté pour ce matériau. Jean-Baptiste Plénard, fondateur et dirigeant d'Isovu, nous accompagne. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Impact, merci beaucoup d'être avec nous. Un mot d'abord sur Isovu, c'est une entreprise de fabrication de caissons en paille, c'est ça, c'est-à-dire? Tout à fait. En fait, on a un atelier de 1500 mètres carrés situé en Saône-et-Loire dans lequel on préfabrique l'ossature bois avec l'isolant paille à l'intérieur. Comment ce matériau paille s'est imposé à vous? Moi, je suis issu du monde du BTP classique, école d'ingé, ESTP. J'ai coulé du béton, beaucoup, depuis 15 ans que j'exerce. Et pour moi, il manquait une solution à l'échelle pour pouvoir répondre à la décarbonation du BTP. Et de par mes expériences, je me suis rendu compte qu'en fait, le bois paille pouvait répondre, on va dire, sur partie des ouvrages. On ne va pas mettre du bois paille en fondation. En revanche, en superstructure, pour isoler le bâtiment, c'est très efficace, à la fois économiquement, environnementalement et thermiquement, évidemment. Bois paille, ça veut dire que les deux sont indissociables, c'est ça? Alors, oui, aujourd'hui, la technique qui permet de construire et d'être assuré, de répondre aux exigences, on va dire, techniques, c'est cette solution qui est à l'œuvre, mais il existe d'autres techniques de paille porteuse, qui sont en réflexion, qui sont en train d'être mises en œuvre et qui vont peut-être un jour être possible de réaliser. Voilà. Moi, j'ai une question, je ne sais pas si vous allez me donner une date précise. Historiquement, ça remonte à quand l'utilisation de la paille pour construire des habitations? Alors, les premiers habitants en construction, je crois que c'est une église au Nebraska qui a plus de 150 ans, qui est toujours debout d'ailleurs, pour ceux qui doutent de la durabilité. Et la technique vraiment, on va dire ossature bois, isolation paille telle qu'on la connaît aujourd'hui, ça date en fait de la mécanisation de la botte de paille dans les champs, c'est-à-dire début du XXe siècle, en 1920, il me semble, Maison Feuillette à Montargis. D'accord. Voilà. Et elle est toujours debout aussi. Parce que là, je le disais, ça émerge plutôt doucement ces dernières années. Vous parliez du béton tout à l'heure. C'est une filière importante aujourd'hui, celle de la paille pour la construction en France. Alors, le béton et la paille ont finalement quasiment la même ancienneté. C'est juste que le béton a pris le dessus de par les guerres qu'on a connues au XXe siècle. D'accord. C'est un matériau qui est quand même un peu plus robuste pour contrer des obus. Et puis l'industrie s'est mise en œuvre pour le béton. Et voilà, aujourd'hui, les techniques ont été dépoussiérées, on va dire début du XXIe siècle, et remises au goût du jour. C'est pour ça que ça revient. Et c'est pour ça que ça revient. Et il faut quand même se rendre compte qu'en France, on a finalement la chance d'avoir le RFCP qui a, on va dire, agrégé toutes les normes et puis porté tout ce qu'il fallait pour pouvoir permettre de construire aujourd'hui en technique courante, c'est-à-dire d'être assurable. Et aujourd'hui, la construction paille est quand même la plus dynamique en Europe. On est regardé par les pays européens à cet égard. Et ça, on peut en être fier parce qu'elle est vraiment très dynamique. Comment vous la procurez, la paille? Vous l'achetez à des agriculteurs? Des agriculteurs, circuit court, maximum. D'accord. Le bois aussi. Dès qu'on peut être en circuit court, on le fait. La paille, elle vient d'à côté de chez nous. Alors, il faut être sur des formats, de la qualité de paille un peu particulière. Donc, tous les agriculteurs n'ont pas le matériel adéquat. Mais c'est vrai que aujourd'hui on y travaille et je pense qu'on va arriver demain à s'approvisionner de la paille de quelques kilomètres à côté de chez nous puisqu'on est dans une zone agricole. C'est un matériau qui est bon marché? La paille en elle-même, oui. C'est ce qui en fait d'ailleurs sa force. C'est qu'aujourd'hui, le matériau paille, il y a très peu de transformation. C'est de la paille qui pousse dans un champ, qui est renouvelée tous les ans, puisque un agriculteur, ses machines, le fuel, et le tour est joué. On ne passe pas par la case industrie. On passe pas par Et ça, c'est fondamental pour ce matériau-là, pour être en circuit court et pour pouvoir travailler ce matériau à l'échelle territoriale. Bon, si on devait faire une liste un peu de tous les avantages de l'intérêt d'utiliser ce matériau pour nos constructions, ce serait quoi? Vous parliez tout à l'heure d'éco-responsabilité, vous parliez d'un matériau qui est local. Quel est l'intérêt demain pour un particulier ou pour une collectivité, je ne sais pas, de faire appel à vous, de vouloir construire en bois paille? En fait, moi, si j'ai fait ça, c'est parce qu'en fait, ça cochait toutes les cases. Ça coche la case du matériau circuit court. C'est-à-dire que nous, à moins de 100 km, on a quasiment environ 80% du mix produit qui
qui est acheté à moins de 100 km de chez nous. Donc c'est quand même intéressant. L'aspect thermique, l'aspect environnemental. Et puis aujourd'hui, nos clients, c'est du particulier évidemment, mais c'est des établissements publics. Ouais. On travaille par exemple avec la Comédie Française pour la rénovation thermique de leurs ateliers. On travaille avec des crèches, avec des bâtiments sportifs. Enfin, c'est un matériau qui est aujourd'hui assez démocratisé finalement. Et j'ai envie de dire, nous on se concentre pas tellement à promouvoir la paille auprès de gens qui n'en veulent pas. Ouais. On se préoccupe plutôt de savoir faire face à la demande parce que vraiment en 2020... Et elle est grandissante, c'est ce que vous dites. On fait Elle est de plus en grandissante. plus appel à vous. En 2024, c'est une année qui est un peu une année pour le BTP qui est une année difficile. Ouais. Enfin, nous, on ne connaît pas la crise vraiment. Donc, Ouais. je ne sais pas comment 2025 va se passer, mais a priori, c'est assez encourageant. Alors, j'ai lu, vous dites, votre objectif, votre pari, c'est de construire en ayant un impact carbone négatif. C'est possible, ça ? Alors, je vais essayer de pas trop entrer dans des détails. Mais en gros, la botte de paille, par les règles de calcul aujourd'hui, qui nous permettent de déterminer le poids carbone d'un matériau, Ouais. nous indique qu'on est à moins 10 kg équivalent CO2 par mètre carré de paroi. Voilà. Donc, D'accord. moins 10 kg. Pour donner un comparatif. Donc négatif. Donc négatif. Ouais. Le béton est à plus 70 kg équivalent CO2. Alors, je prends pas les... voilà, j'ai pris une stat Basignès. On est négatif parce qu'en fait, on considère que la pousse du végétal va fixer du carbone qui est dans l'air sous forme de carbone, une chaîne carbonée qui va faire le bois ou la paille. Et voilà, on compte ça en carbone négatif. C'était un peu une vue de l'esprit, c'est pas tout à fait la réalité de ce qui se passe, parce que pour fabriquer une ossature bois paille, il faut du fuel, j'ai dit tout à l'heure, il faut se déplacer à l'usine, il faut de l'électricité, il faut du matériel, il faut des clous, des vis. Voilà, tout ça, ça coûte. Mais bon, voilà, on compte le carbone lié à la pousse du végétal. Bon, non, c'était très clair. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a des contraintes quand même c'est quoi les difficultés de travailler ce matériau-là ? On va dire que l'ennemi numéro 1 de la paille, c'est l'humidité. Ouais. Sous toutes ses formes. Donc ça passe d'abord par une conception sérieuse. Donc voilà, les toitures plates, ces choses-là, c'est quand même des choses qui amènent un risque sur la paille, il faut le savoir. Après, c'est C'est-à-dire que ce que vous dites, c'est qu'on ne peut pas tout faire. C'est-à-dire que si on décide de construire en bois paille, peut faire le projet doit être pensé aussi par rapport à ce matériau-là. Si on veut quelque chose de durable, Ouais. oui. Après, aujourd'hui, il n'y a aucune interdiction à faire de la toiture plate, il n'y a aucune interdiction à faire tout ce qu'on sait faire en bâtiment aujourd'hui, en béton ou quoi que ce soit. Les seules limites, ça veut dire des limites réglementaires qui peuvent nous imposer de la paille jusqu'à une certaine hauteur, mais c'est des choses qui vont changer. Et puis, en fait, il n'y a pas tellement de limites pour utiliser le matériau. Ça va être les limites du bois ou ce genre de choses-là. C'est quoi vos objectifs pour la suite ? Là, vous parliez de tous vos travaux avec la Comédie Française, avec les collectivités. C'est quoi vos projets à venir ? Alors aujourd'hui, ça fait 3 ans qu'on existe, on est 15 salariés. On a un atelier qui développe quand même une belle capacité de production. Notre objectif, c'est pas forcément de devenir un super atelier, c'est plutôt de servir notre expérience à la fois sur l'aspect technique, mais l'aspect, on va dire, managérial, parce qu'on est très tourné vers l'humain, et donc de servir cette expérience-là pour la dupliquer sur d'autres sites de production sur le territoire national. Aujourd'hui, nos chantiers on est à Paris, dans la vallée du Rhône, on est également dans le sud-est de la France. Donc pour moi, ça fait pas tellement de sens, mais voilà, avec des unités de production plus proches de nos clients, ça permettrait d'avoir encore plus d'impact. Merci beaucoup Jean-Baptiste Plénard d'être venu nous voir aujourd'hui dans Smart Impact. Je rappelle que vous êtes le fondateur et le dirigeant d'Isovu. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On passe tout de suite au débat RSE.